J'ai eu la chance de voyager beaucoup, comme beaucoup de mes collègues, et d'avoir surtout très tôt la curiosité d'aller voir ailleurs ce qui s'y passait. Et ce que j'ai très rapidement découvert, c'est qu'on était sur une planète de 7 milliards d'individus. Vous allez me dire, ouais, c'est une évidence. Oui, c'est une évidence, mais c'est une évidence qui change absolument tout. Si on en revient à notre thème aujourd'hui de humanisme et profit, ce qui est encore dans notre monde une posture éthique, une posture philosophique, plus ou moins à la marge du monde économique, du point de vue de 7 milliards d'individus, devient un impératif catégorique, absolu. À l'heure d'Internet, à l'heure de Facebook, à l'heure de l'information en temps réel, à l'heure de la comparaison universelle, au moment où on voit un ralentissement des économies mondiales et un ralentissement donc de la création d'emplois, ne pas inclure la majorité de sa population dans un projet de croissance devient de plus en plus politiquement et socialement intenable. Et les grands émergents, et là je parle du point de vue justement des pays qui sont dans un moment de croissance, un moment d'histoire complètement différent du nôtre, qui sont la Chine, l'Inde, le Brésil, les fameux BRICS si on veut, mais je vais surtout me référer à ces trois grosses puissances, sont parfaitement conscients de l'enjeu. Et c'est la raison pour laquelle on voit depuis à peu près 4 ou 5 ans une réorientation de leur économie vers le marché de la consommation intérieure, et vers évidemment les fameuses classes moyennes émergentes. Alors c'est de la fameuse histoire que vous connaissez tous de l'Eldorado des classes moyennes, les 350, 450 millions de nouveaux consommateurs chinois, indiens, etc., sur lequel à mon sens on dit beaucoup de bêtises parce qu'on les voit de notre point de vue un peu comme une espèce d'extension magique de marché de nos produits. Et évidemment c'est absolument pas ça qui est en train de se passer actuellement. Le fait véritablement intéressant et important, c'est l'apparition sur le radar de l'économie de 60% de la population chinoise, indienne, etc., qui auparavant n'y existait absolument pas. Et il se trouve, dire de manière accessoire, que ces 60% concentrent quand même la moitié, pratiquement, du pouvoir d'achat de ces pays-là. Et de plus, ces revenus sont également très concentrés sur le bas de la pyramide. Donc ces 60%-là sont véritablement les populations qu'il leur faut embarquer dans la croissance. Et c'est un véritable challenge, parce que ces populations-là ne sont absolument pas, ce sont des classes moyennes, ce sont les vraies classes moyennes des pays émergents, mais alors absolument pas à la manière, au prix et à la façon occidentale. Pour s'en rendre compte, il suffit de se référer à des études récentes, d'un grand cabinet également, qui disaient que les entreprises natives des pays émergents proposent des produits et des services de qualité à un prix qui est entre 10 et 60% inférieur à leur équivalent occidentaux. Et quand on prend conscience, un 10 à 60% inférieur pour une qualité, une bonne qualité, on prend conscience du challenge absolument énorme qu'on a devant nous, et également du fait que les modèles qui sont en train de se développer de par les entreprises chinoises, indiennes, brésiliennes, etc., sont des modèles absolument totalement subversifs. Le fait de vendre cette population va redéfinir la consommation, et elle va redéfinir la manière dont on fait du business au XXIe siècle. Alors après, on peut les appeler comme on veut, les fameux modèles. Il y a un certain nombre de terminologies, on va dire, qui circulent. Il y a des gens qui appellent ça des modèles inclusifs, il y a des gens qui appellent ça des modèles d'accessibilité. De toute manière, l'idée de base, c'est à minima d'arriver à vendre des produits et des services au plus grand nombre. Quand je dis produits et services, ils ont été cités, c'est la santé, le logement, l'éducation, les biens d'équipement, les biens durables, les biens de conso, la connectivité, tout ce que vous voulez. Donc à minima, vendre au plus grand nombre. Au mieux, considérer que même le pauvre peut être un producteur de valeur. C'est Harish Ende, qui est un entrepreneur dans le domaine de l'énergie renouvelable en Inde, à Bangalore, et qui vend des solutions d'énergie renouvelable, enfin qui installe véritablement des solutions d'énergie renouvelable dans l'Inde rurale de Bangalore, qui disait mais pourquoi est-ce qu'on pense toujours uniquement aux pauvres comme à des consommateurs? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas penser à eux comme des employeurs, comme des créateurs d'actifs? Et donc, est en train de se mettre en place un ensemble de modèles, ces fameux modèles inclusifs, dont je voudrais très rapidement vous parcourir un petit peu les grandes lignes et les modalités de fonctionnement, parce que je pense qu'ils sont des sources d'inspiration très intéressantes et qui sont arrivées à échelle, en plus de ça, pour nos économies. Alors, plus ou moins les 4 piliers sur lesquels ça fonctionne, ça va être l'intelligence, la personne, l'écosystème, le nuage. Essentiellement, l'intelligence. Moi, le grand plaisir que j'ai d'aller beaucoup dans les pays
pays émergents, en Inde, etc., c'est qu'on rencontre des trucs comme ça. C'est-à-dire que si vous voulez aller prendre un bon café sous pression en Inde, je vous conseille d'aller chez ce vendeur de rue qui a bidouillé, on ne peut pas appeler ça autrement, la machine à pression du siècle avec une cocotte minute sur laquelle il a enfoncé un tournevis, etc. Et ça marche à merveille et ça fait un super café. Bon, il faut sortir évidemment du côté complètement folklorique de la chose et on voit qu'on est dans une forme d'intelligence qui n'est pas du tout de l'ordre de la logique, du cartésianisme. Mais il y a d'ailleurs un mot en hindi spécifique pour le dire qui s'appelle jugad, qui est la capacité à arriver à ses fins, quelles que soient les contraintes posées sur la route. Et évidemment, cet état d'esprit, cette ingéniosité, cette flexibilité de process, ces stratégies parfois de contournement pour produire de la valeur, ont engendré et engendrent actuellement un secteur qu'on appelle le frugal engineering et qui est en train de sévèrement, je dirais, secouer les modèles économiques. Des émanations de ça va être l'électrocardiogramme de GE India qui coûte $800 au lieu des $2000 qui coûtent aux États-Unis et qui bien évidemment commence à être vendu aux États-Unis par voie de conséquence. Ça va être également la tablette Akash, tablette numérique indienne à $35. Donc on voit un ensemble, je vous en cite que 2 parmi beaucoup d'autres, d'innovations low cost extrêmement intelligentes qui sont en train d'émerger de ces pays-là. Et pourquoi est-ce qu'elles émergent ? Essentiellement parce que cette créativité-là ou cette innovation-là reconnaît la valeur de l'utilisateur. Nos économies occidentales, en particulier au niveau de l'innovation, se noient dans le désir du consommateur. Les pays émergents ou ces pays émergents-là reconnaissent ou reconnectent avec le besoin utilisateur. Et le besoin utilisateur, quand on veut faire un produit low cost, c'est pas un produit basique. C'est un produit pertinent, ce qui est complètement différent. Donc par exemple, si je vous demande dans un téléphone mobile, quelles sont les fonctionnalités qu'il y a dans un téléphone mobile, s'il doit être super low cost, genre $35, vous allez me dire, l'appareil photo, on n'en a pas besoin. C'est accessoire. Et voilà à peu près ce que vous trouvez dans un mobile de bas étage, si je puis dire, en tout cas pas cher. Il y aura effectivement un appareil photo parce qu'il s'adresse à des gens qui sont parfois illettrés, donc le fait de pouvoir communiquer visuellement est super important. Il y aura plusieurs répertoires parce que le téléphone en question peut avoir plusieurs usagers. Il va y avoir 27 jours de veille. Il va y avoir une lampe électrique parce qu'en effet, il y a beaucoup de coupures de courant, donc ça peut être très très utile. Un menu multilangue parce qu'il y a plusieurs dialectes, une radio FM, etc., etc. Donc on voit qu'on est très très loin d'un produit entre guillemets au rabais au niveau des fonctionnalités. Un autre sort qui est très fréquent dans ces modèles inclusifs, et ça a été beaucoup évoqué par Arnaud parce que c'est effectivement une déclinaison des chaînes hybrides, c'est tous les systèmes d'écosystèmes. C'est en gros comment est-ce que des partenaires qui ne se parlaient jamais auparavant rentrent dans des alliances inédites pour produire de la valeur. Et pour produire, dans le cas dont je vais vous parler tout de suite, l'accès aux soins et à la santé. Le docteur Devi Shetty, qui est donc à Bangalore, qui a créé un des hôpitaux cardiaques les plus connus d'Inde, 6000 lits, qui fait des opérations de chirurgie cardiaque de niveau américain, occidental, accrédité, tout ce que vous voulez, pour $2000, c'est-à-dire entre 10 et 50 fois moins de notre prix. En fait, c'est attaché à résoudre, en l'absence de toute sécurité sociale, bien évidemment, le paradoxe suivant, qui est que 3,5% seulement des besoins en chirurgie cardiaque en Inde sont couverts et que seulement 38% des hôpitaux étaient occupés. Évidemment, la problématique, c'était l'argent. C'est-à-dire, les gens n'avaient pas la possibilité ou ne pouvaient pas accéder aux soins. Donc, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a créé un système de micro-assurance. Ce système de micro-assurance, pour 22 centimes, donne accès à 1600 opérations. Il est distribué, le système de micro-assurance, aux paysans par les coopératives agricoles, donc à coût pratiquement zéro. Évidemment, par ce biais-là, le volume de patients a considérablement augmenté dans les hôpitaux. L'amortissement des équipements par effet d'économie d'échelle a été très important. La répétition du geste chirurgical a augmenté la qualité des opérations, ce qui a drainé un volume de patients aisés, et les patients aisés subventionnent l'accès aux soins des patients qui n'ont pas les moyens. Voilà. Donc c'est typiquement le type d'écosystème vertueux qui peut permettre un accès aux soins à large échelle. Il est dans des prévisions de 30 000 lits dans les 5 à 7 ans à venir, en l'absence de toute subvention, on va dire, publique. Et c'est vrai que ce qui frappe quand on va dans ce type de pays, c'est évidemment l'audace et c'est la capacité à utiliser les outils et les technologies du XXIe siècle et l'état d'esprit qui va avec, et en particulier de s'appuyer sur l'infrastructure virtuelle.
et ce qui va être le fameux cloud et qui va être le mobile. Alors là, pareil, je reprends mon exemple du docteur Devi Shetty, qui a monté en parallèle à cette cité de la santé un des plus gros réseaux de télémédecine du monde, où il soigne 53 000 patients, donc c'est absolument considérable, et qui nous disait que maintenant, il n'utilisait plus le satellite, mais il utilisait la connexion Skype. Et que ceci avait changé entièrement la dynamique de la chaîne de télémédecine. Également, il nous expliquait que pour continuer, pour avoir un maillage, on est à la problématique d'échelle dont on parlait tout à l'heure, pour avoir un maillage très 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 important, il bâtissait des hôpitaux low cost, et un hôpital low cost, donc de chirurgie cardiaque, on n'est pas en train de parler d'un truc basique, c'était 300 lits, 6 millions de dollars et 6 mois pour qu'il soit opérationnel. Ce qui est extraordinairement court, et c'est possible pourquoi, disait-il, parce que toute notre intelligence opérationnelle est dans le cloud. Donc dès que le machin est construit, on n'a plus qu'à acheter des terminaux bas coût et on les branche sur le système. Quand on voit parfois effectivement de la réticence qu'il peut y avoir un certain nombre d'entrepreneurs, ou plutôt d'entreprises ici, à utiliser le cloud, on voit qu'effectivement là il y a un différentiel d'approche dans les modèles économiques et dans les effets, on va dire, de levier. Donc, il y a plein d'exemples de ce style. Ce qu'on voit en fait par ce biais-là, c'est humanisme et profit en action. Véritablement. Très souvent, on a tendance à penser humanisme uniquement comme une affaire, on va dire, de redistribution d'un profit sale, une espèce d'affaire de blanchiment d'un profit sale. Et bien évidemment, il est clair que l'humanisme doit devenir, le bras armé, doit être complètement embarqué dans les modèles de croissance. Alors une fois qu'on a dit ça, évidemment, comment est-ce qu'on va réaliser ce truc-là ? Il faut impérativement changer de référentiel et changer de culture. Et ce changement de culture est en cours, ou de référentiel est en cours sur différentes dimensions. Une des dimensions, c'est l'innovation. Traditionnellement, nos économies se sont concentrées, ont concentré tout l'effort d'innovation sur le haut de la pyramide, sur les hauts revenus, en créant des produits et des services de plus en plus complexes et de plus en plus coûteux à produire. On est tous conscients, simplement quand on regarde le nombre de fonctionnalités qu'on utilise sur les produits et services, que cette manière de faire, au moins pour la masse, est arrivée à saturation et que son rendement marginal maintenant est négatif. Et en conjugaison avec effectivement cette offre innovante qui émerge des pays émergents, on peut penser que l'innovation va se déplacer vers la base de la pyramide ou la masse critique. Et donc on arrive à une proposition assez subversive qui est de dire que probablement le moteur de l'innovation de demain, ce sera le low cost. Il y a des changements plus encore fondamentaux, évidemment, à faire, et c'est des changements, on va dire, d'état d'esprit. J'ai souvent de grandes discussions avec mes amis indiens qui me parlent de l'économie d'abondance et de l'économie de rareté. Ils me disent, de leur point de vue d'économie de rareté précédente, que bien évidemment, ce sont des états d'esprit différents qui produisent une innovation et des dynamiques différentes. Et mon ami Aditya Ajad ajoute quelque chose qui me paraît extraordinairement pertinent, bien que l'Occident n'ait plus l'abondance, elle continue de raisonner avec une attitude d'économie d'abondance. Et c'est précisément cet état d'esprit que je pense que nous devons volontairement abandonner. C'est-à-dire enlevons de zéro à nos équations, volontairement. Bon, c'est bien le fameux paradigme, pour faire de la créativité, il faut enlever un zéro. Enlevons de zéro à nos équations parce que qu'une forme de dynamisme, de créativité, d'envie de faire quoi que ce soit n'est née de l'abondance. L'abondance crée systématiquement des croissances extractives qui favorisent l'exploitation maximale des ressources au profit d'une minorité. A contrario, on a bien vu aujourd'hui que tout ce dont on a besoin, c'est effectivement un système de croissance partagée. Et la vraie question, c'est comment faire pour que cette croissance partagée ne soit pas uniquement partagée par les jardiniers du terreau ou ceux qui souffrent le plus du système, mais évidemment implique également les leviers fondamentaux des gens qui sont au pouvoir de l'économie. Alors là, je voudrais simplement vous suggérer une autre solution qui avait été soufflée par un autre grand émergent qui s'appelle Jaime Lerner, qui est le maire, qui était 3 fois maire de Curitiba au Brésil, qui a opéré plusieurs révolutions urbaines dans des environnements très difficiles. Et il disait, pour pouvoir faire évoluer un système, il faut savoir articuler des équations de co-responsabilité. Donc ce sera mon appel et ma conclusion. Demain, quelles sont les équations de co-responsabilité que vous voulez créer avec vos partenaires, avec vos boss, avec vos employés, avec vos amis, avec vos clients, pour engendrer un cycle de croissance vertueuse? Merci.